Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, on va aborder le sujet du MFA, donc l'authentification multifacteur, notamment les méthodes de bypass et les différentes protections qu'on peut appliquer. On sait que le MFA, c'est une couche de sécurité supplémentaire à ajouter sur nos comptes, et franchement, à l'heure actuelle, bah, ça devient indispensable. Mais bon, les hackers, ils n'ont pas fini d'innover, et il existe de plus en plus de méthodes de contournement à ce sujet. Du coup, au sommaire de la vidéo, on va voir tout d'abord une définition du MFA, les différents facteurs d'authentification, les méthodes de contournement et les protections associées, et un cas concret. Tout d'abord, pour définir le MFA, on définit ça justement comme une méthode d'authentification qui va utiliser justement plusieurs facteurs d'authentification. Donc du coup, ça va être plus d'un facteur, donc on va partir du principe que l'authentification multifacteur, ça commence à deux facteurs d'authentification. On peut en avoir plus évidemment. Et du coup, ces facteurs d'authentification vont permettre de vérifier l'identité d'un utilisateur. Et ça permet notamment d'éviter les attaques de type brute force ou par dictionnaire. Parce que du coup, on va pas se baser que sur le mot de passe de la personne. On passe maintenant aux différents facteurs existants d'authentification. Donc là, j'en ai listé quelques-uns, je vais peut-être en oublier, mais on va citer justement les principaux. On a l'authentification par mot de passe, la plus connue, la plus utilisée. L'authentification par SMS. Donc là, on va tout simplement envoyer un code, un numéro de téléphone pour pouvoir s'authentifier auprès d'un système. On peut citer également l'authentification par email. Là, pour le coup, on va également recevoir un code par mail et on va devoir le rentrer. Ça revient à peu près au même du coup. Sachant que les méthodes SMS et les méthodes mail sont une des méthodes les moins sécurisées. Nous, ce qu'on va préconiser justement, c'est ces applications. Donc, exemple, Google Authenticator et Microsoft Authenticator. C'est des applications à usage unique. Ça va consister à utiliser une application pour générer des codes d'authentification à usage unique pour s'authentifier auprès d'un système, en plus du mot de passe du coup. Et là, on voit justement que pour chaque service, on a un code à usage unique qui tourne du coup tous les 30 secondes ou un délai un peu plus court en fonction des applications. Et là, pour le coup, on doit rentrer le code dynamique avant qu'il expire justement sur l'application. On a également l'authentification par empreinte digitale, donc là principalement utilisée sur les téléphones, c'est également utilisé sur les PC, de nouvelle génération on va dire qui ont, justement les PC portables qui ont justement, la possibilité d'introduire cette fonctionnalité. Donc ça consiste simplement à s'authentifier avec l'empreinte digitale. On a après la reconnaissance faciale, donc là principalement utilisée également, pour la partie téléphone. Et puis la reconnaissance vocale qui est très très peu utilisée et connue, car il y a vraiment très peu de services qui la mettent en place. Moi personnellement je connais même pas de services qui la mettent en place. On a fait le tour un peu des différents facteurs d'authentification. Il en existe évidemment d'autres que je n'ai pas cités parce que j'ai cité les principaux tout simplement. Alors ensuite on voit les méthodes de contournement et les protections. Alors, pour pouvoir justement contourner, par exemple, la partie, application d'authentification avec un code dynamique, ça passera par exemple par une faille de sécurité, heu, soit une faille de sécurité dans l'application en elle-même ou soit dans le système, d'exploitation de la machine. Donc là, pour le coup, ceux qui utilisent une application comme celle-ci, ça va être une faille par exemple dans Android ou dans iOS. Du coup, un malware pourrait par exemple utiliser une ou plusieurs failles de sécurité présentes par exemple dans le kernel, d'une vieille version d'Android ou d'iOS, se faire passer pour l'application de vérification à 2 étapes et puis après, directement interpréter, réceptionner le code qui est affiché dans l'application. Au niveau des protections, on va tout simplement, préconiser justement de faire des mises à jour, notamment, les paramétrer de manière automatique, donc pour qu'elles se fassent automatiquement. Et puis ensuite, sécuriser l'accès à l'application. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire en plus, c'est, ajouter vraiment, des protections maximales pour l'accès au téléphone. Donc là, je parle physiquement un code, un schéma et cetera. Il faut vraiment prendre la méthode la plus adaptée et la plus complexe, pour sécuriser le téléphone. Alors pour la partie phishing, donc du coup la partie hameçonnage, ça permet justement d'obtenir, les informations d'authentification à 2 facteurs de l'utilisateur. On va par exemple envoyer un mail comme à gauche juste ici, un mail de Microsoft, un faux mail de Microsoft justement avec un lien malveillant, qui va nous envoyer justement sur une page. On voit justement que l'URL est pas correcte en fait.
L'URL, c'est pas l'URL de Microsoft. Et donc la personne va se connecter dessus, faire son authentification multifacteur, et tout ça va être justement intercepté par l'attaquant et puis répliqué côté attaquant. Donc l'attaquant fait la connexion justement en parallèle de l'utilisateur, et l'utilisateur va par exemple être retourné sur un message d'erreur comme quoi il y a eu un problème, par exemple, ou alors il va être redirigé vers une autre page. Donc là, pour le phishing, tout simplement, c'est la sensibilisation, donc attention aux liens et attention aux pièces jointes. Pour le coup, c'est intéressant d'avoir justement une solution de protection pour les mails, une solution anti-spam. On peut notamment citer la partie VAD Secure, qui peut être très intéressante. Et justement, le facteur humain est toujours utilisé pour s'introduire dans un SI. Et là, pour le coup, la sensibilisation est très très importante. Autre possibilité également, c'est l'utilisation d'un keylogger. Donc là, pour le coup, on va intercepter à distance les frappes de clavier d'une personne. Et là, pour le coup, bah, tout ce qui est login, mot de passe et authentification double facteur, ça va être récupéré. On peut également récupérer le presse-papier. Donc là, pour le coup, si la personne copie le code ou un truc comme ça, bah, on pourra le récupérer. On pourra s'authentifier en parallèle sur le compte de la personne. Bon, au niveau des protections, évidemment, s'il y a un keylogger qui est installé sur la machine, tout ce qui est antivirus et DRXDR va pouvoir détecter ce genre de comportement et, euh, et le bloquer. Donc moi je cite les moyens de protection les plus efficaces, on va dire. Après, il doit sûrement en exister d'autres, évidemment. Alors, on a une autre méthode qui est vraiment très intéressante, qui s'appelle le MFA fatigue. Là, pour le coup, ça va tout simplement consister à spammer l'utilisateur de requêtes d'MFA pour autoriser les connexions. Donc en gros, quand la personne va tenter de se connecter, elle va entrer son login, mot de passe. Ensuite, on va lui demander de faire la confirmation de la connexion depuis par exemple un autre appareil ou depuis un email. Et là, pour le coup, l'attaquant va justement, dès qu'il a le mot de passe, spammer les requêtes de connexion à la personne. Donc la personne va être spammée justement de demandes d'authentification. Bah, les personnes qui se connaissent pas trop, des fois, ils vont peut-être accepter ou peut-être quand ils en auront marre qu'ils se font spammer, bah, ils vont justement autoriser la connexion. Et c'est notamment la méthode qui a été utilisée pour l'attaque chez Uber. Donc un des employés ou prestataires, ou on sait pas trop, d'Uber justement a reçu ce genre d'attaque. Donc on l'a spammé de notifications MFA et il a fini par accepter au bout d'un moment. On connaît pas trop le contexte, mais du coup c'est la méthode qui a permis du coup de s'authentifier sur un compte multifacteur. Donc là c'est que dans le cas où on passe par une notification, on doit accepter justement la connexion. Dans le cas d'un code, du coup, ça marchera pas. Ensuite, pour les protections, du coup, bah, on va éviter évidemment d'autoriser les connexions sans raison. Et je pense que dans les applications ou dans la partie sécurité, on peut peut-être filtrer sur les demandes de connexion. Peut-être on peut pas en faire plus de 5 par tous les 30 minutes, ou il doit y avoir peut-être des filtres à mon avis qui doivent exister. Bon, ça je peux pas le garantir, donc voilà, je l'ai pas écrit, mais je pense qu'il doit y avoir des protections supplémentaires. Ensuite, autre possibilité, donc le vol de cookies. Là, pour le coup, on va voler le cookie de session de la personne et puis décrypter son cookie via Mimikatz. Donc là, on n'a pas besoin d'identifiant ni de mot de passe, on va tout simplement récupérer le cookie crypté et puis l'injecter dans notre navigateur. Et on sera directement connecté. Donc là, pareil, antivirus, EDRXDR pour pouvoir détecter tout ce qui est comportement anormaux sur le poste de travail ou sur le réseau. Et là, du coup, Mimikatz pourra évidemment être bloqué. Et bah, le vol de cookies de session passe également par tout ce qui est phishing également. Donc la sensibilisation, c'est très important. Alors ensuite, pour pouvoir bypass de MFA, on peut également passer par du man in the middle via du SMS. Donc là, on va tout simplement faire du SIM swap et ça va permettre de transférer le numéro de la victime sur son propre numéro. Donc là, on va récolter des informations sur la personne, on va appeler l'opérateur et on va se faire passer pour la personne et voilà, on veut transférer le numéro. Donc là, pour le coup, ça c'est des attaques un peu rares mais qui peuvent arriver. Qu'est-ce qu'on peut dire comme protection? On peut limiter par exemple les informations qui nous sont fournies publiquement. Après, bah évidemment, on peut mettre en place des solutions de protection côté opérateur pour dire voilà, le client il est notifié quand justement son numéro il est migré, il est transféré. Et donc là, si la personne est au courant, elle va pouvoir annuler les démarches côté opérateur. Alors voyons maintenant un cas concret que j'ai récupéré justement d'une vidéo YouTube.
Moi je l'ai pas mis en place ce cas concret, parce qu'en fait il faut justement un domaine, et un serveur hébergé. Moi pour le coup, moi j'ai pas acheté un domaine ni, acheté de serveur hébergé. Donc là pour le coup, j'ai pas pu le mettre en place, mais je vais essayer d'être assez précis dans tout ce qui va être, réalisé. Mais du coup le lien de la vidéo sera dans la description. Alors là du coup, hem, on va utiliser tout simplement un outil, de proxy pour faire du man in the middle, qui s'appelle Evil Jinx. Alors pour expliquer l'attaque, hem, alors en gros l'attaquant va envoyer un mail de phishing, à la personne. Donc en gros, l'attaquant aura du coup un domaine hébergé avec justement un serveur proxy. Le serveur proxy va générer un lien malveillant. Ce lien du coup va être introduit dans le mail. Le mail va être envoyé à la personne va cliquer sur le lien, va s'authentifier sur le lien, croyant qu'elle s'authentifie justement, hem, à Microsoft. Donc ce sera un faux site Microsoft qui sera réalisé, sur la fausse page. La personne va s'authentifier, ensuite, le proxy va faire tout simplement l'intermédiaire entre le faux site et le vrai site et en fait, le proxy va faire tout seul l'authentification, avec tout ce qui est récupéré, côté utilisateur. Donc ça va faire une transmission en fait et puis, dès que la personne aura validé, l'authentification multifacteur, elle sera redirigée, sur une page de son compte et elle sera justement authentifiée, sur la fausse page. Alors que l'attaquant, lui, il aura récupéré tout ce qui est credential derrière, avec, le cookie de session. Donc là, on va rentrer en détail sur l'attaque. Donc là, on voit, que la personne a lancé l'outil, elle a, setup justement, son domaine. Donc là, le domaine c'est, cyberfish.xyz et du coup, ça a créé un site, ça a créé un sous-domaine du coup login. Et du coup le domaine derrière. On voit qu'il y a une partie O365 qui est active. Donc là, pour le coup, la personne va faire, un man in the middle pour un compte O365. Quand on utilise l'URL, qui a été créée par le proxy, on voit que ça nous dirige vers une, page d'authentification Microsoft, qui est tout à fait la même, hein, c'est juste l'URL qui est différente. Ensuite, la personne s'authentifie, après réception de Gmail sur le lien malveillant. Donc là, voilà, elle se connecte, elle entre son code multifacteur et elle est redirigée vers une page, comme si elle était connectée justement sur son compte, Office 365. Donc là, on voit que c'est la même page. Après, peut-être qu'il y aura pas les mêmes fonctionnalités et cetera, mais en tout cas, c'est comme si elle était connectée. Et derrière, l'attaquant a pu récupérer justement, le login, le mot de passe et également le token de connexion, donc le cookie de session notamment. Donc là, on récupère le cookie de session, du coup via l'outil, Evil, Jinx. Ensuite, avec un éditeur de cookies, on peut justement coller le cookie, au format JSON. Donc là, on colle le cookie et ensuite on n'a plus qu'à refresh la page et nous, du coup, on aura pu se connecter sur le vrai site, Microsoft et avec le compte. Et donc en fait, la victime se sera authentifiée à notre place justement, sur le site et nous, on aura tout récupéré, ses identifiants et son cookie de session. Donc le cookie de session, il peut évidemment expirer au bout d'un moment. Donc du coup, c'est pas très persistant, mais après la personne, dès qu'elle a accès, bah, elle pourra créer on va dire des backdoors sur le compte, je sais pas, peut-être reset le mot de passe et puis, se créer son propre mot de passe et cetera. Bon là, du coup, il va se faire un peu griller, donc peut-être qu'il va tenter des mouvements latéraux sur d'autres comptes ou alors, faire directement de l'exfiltration. Donc voilà, c'est un peu un cas concret en fait, comment ça va se passer, du coup le bypass MFA. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!